Vous ne croirez jamais ce qui se cache derrière les portes dorées du pouvoir et de la richesse. Plongez dans une histoire africaine aussi choquante que fascinante, où l'ambition rencontre des secrets inimaginables. Si vous aimez les récits qui vous tiennent en haleine, faites un gros like sur cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi ce drame saisissant. Et si vous êtes accro aux séries dramatiques pleines de suspense, abonnez-vous à notre chaîne et explorez nos contes uniques qui vous feront vibrer à chaque épisode. Allez, c'est parti pour une histoire qui va vous bouleverser. Nous ressemblons à des reines, mais nous mangeons de la crasse pour garder nos couronnes. Si seulement vous saviez ce qui se passe derrière ces portes dorées. Vous n'aviez pas besoin de son nom complet. Chef suffisait. Et si quelqu'un demandait quel chef, la réponse venait avec un sourire entendu. Adabeli. Bien sûr, le chef Adabeli était plus qu'un homme. Il était une présence. Les marchandes s'arrêtaient au milieu de leurs négociations lorsque son convoi passait en rugissant, sirènes déchirant l'air comme la mer Rouge. Ses affiches persistaient longtemps après les élections, son demi-sourire promettant le monde, et d'une certaine manière, vous y faisiez croire. Près de 2 décennies en politique, en tant que commissaire, sénateur, faiseur de roi, avait fait de lui l'une des figures les plus influentes du parti au pouvoir. Rien d'important dans l'État ne se passait sans que le chef le sache, le bénisse ou l'étouffe discrètement avant même que cela ne commence. Sa vie familiale faisait l'envie de beaucoup. 3 épouses, pas seulement des conjointes, mais des trophées. Madame Enem, la première, était le pilier, grande, posée, avec une peau comme du bronze poli et une voix qui pouvait apaiser ou trancher. Adawora II, plus jeune et douce, était souvent drapée de soie italienne et de diamants, murmurée comme étant sa stratège discrète. Eil Lima, la plus jeune et la plus photographiée, avait une beauté qui faisait oublier leurs vœux aux hommes, et une boutique fréquentée par l'élite. Elles incarnaient l'élégance, 3 joyaux exposés, chacune connaissant sa place. Dans le monde du chef, l'argent coulait comme l'eau. Nouvelle SUV, maison à Abuja, Londres et le Cap, un jet privé, des enfants dans des écoles appris en dollars. Chaque décembre, la carte de Noël de la famille semblait digne de la royauté. Les jeunes femmes ambitieuses étudiaient ses épouses, rêvant d'échanger l'obscurité contre des sols de marbre et des parfums importés. Mais il y avait une vérité que les étrangers ne comprenaient jamais. Dans le manoir du chef Adabeli, rien n'était gratuit. Chaque sourire de Marc avait un coût, et derrière les lunettes teintées et les robes scintillantes, chaque épouse portait le poids exact de ce qu'elle avait payé. Dans une autre partie de l'état d'Uru se trouvait Talia. Talia avait toujours cru qu'elle était née pour des draps de soie et des sols de marbre. Même adolescente, dans l'appartement exigu de 2 chambres qu'elle partageait avec sa mère, elle se tenait devant un miroir fissuré, relevait le menton et imaginait le poids d'un collier de diamants contre sa clavicule. Ses amis rêvaient de se marier par amour. Talia rêvait de se marier pour rivaliser. Lorsqu'elle vit pour la première fois le chef Adabeli debout sur un camion de campagne, vêtu d'un cafetan blanc impeccable, levant les mains vers la foule en liesse, quelque chose en elle s'accrocha comme un hameçon. C'était ça. L'homme, la porte d'entrée. À partir de ce moment, elle ne l'admira pas seulement. Elle complota pour entrer dans son monde. Elle commença modestement. Elle rejoignit l'un de ses groupes de soutien à la campagne, portant son visage sur des t-shirts, criant des slogans jusqu'à ce que sa voix se casse, restant tard après les rassemblements pour aider à ranger les chaises dans l'espoir qu'il remarque son dévouement. Mais le chef était entouré de murs, de couches de protocole, de sécurité et d'épouses qui savaient défendre leur territoire. Des mois passèrent, et tout ce que Talia obtint fut une poignée de main occasionnelle lorsqu'il passait à travers la foule. Ce n'était pas assez. Le tournant vint un soir humide alors qu'elle était assise dans la cuisine de sa mère, boudeuse devant un bol de haricots froids. Sa mère, Mamateu, était connue dans le quartier comme une femme discrète qui vendait des herbes et des onguents. Mais derrière ce commerce inoffensif se cachait un secret plus profond. Elle était une doctoresse traditionnelle, son pouvoir hérité d'une longue lignée de guérisseurs spirituels. Talia n'avait jamais rien demandé à sa mère de l'autre côté. Mais le désespoir peut rendre l'impensable naturel. « Mama » commença-t-elle prudemment. « Et si je te disais que je veux quelque chose ? Quelque chose de grand ?» Sa mère leva les yeux de sa coupe de feuilles amères. « Grand comment ? Assez grand pour que le chef Adabeli me voie ? » dit Talia, baissant la voix. « Pas seulement me voir, me vouloir, avoir besoin de moi.
Il y eut une pause. Le couteau de Mamat s'immobilisa sur la planche à découper. Elle étudia le visage de sa fille comme on lit un texte compliqué, lentement, délibérément. « Tu cours après cet homme depuis des mois, dit-elle. Il n'est pas aveugle, Talia. S'il ne t'a pas encore remarqué, c'est que ses yeux sont attachés ailleurs. Alors, détache-les, murmura Talia. Sa mère expira par le nez, puis hocha la tête. Ce sera fait. Cette nuit-là, Mamat disparut dans sa pièce arrière, celle où Talia n'était pas autorisée à entrer. Des odeurs étranges s'en échappaient, du camphre brûlant, quelque chose de métallique, quelque chose de doux et de pourri à la fois. À l'aube, elle émergea, tenant un petit sachet noir noué avec un fil rouge. « Porte ceci sous tes vêtements la prochaine fois que tu seras près de lui, » ordonna-t-elle. « Et quand il te parlera, regarde-le droit dans les yeux. Ne détourne pas le regard, quoi que tu vois. » Talia prit le sachet. Il était chaud, comme vivant. Peu lui importait ce qu'il contenait. Elle avait son arme, et maintenant elle avait une mission. Elle arriva au bureau de la circonscription le lendemain, dans une robe émeraude qui épousait sa peau comme si elle avait été cousue sur elle, les cheveux relevés, l'or captant la lumière à ses oreilles. Sous le tissu, le sachet noir de Mamat était brûlant contre sa poitrine. Dans sa main, un sac cadeau soigneusement emballé. À l'intérieur, un livre relié de cuir. Peu lui importait si le chef l'ouvrait un jour. 2 gardes armés s'interposèrent avant qu'elle n'atteigne la grille. « Déclarez votre affaire. J'ai un cadeau pour le chef. Personnel. » Le plus grand rit. Rejoignez la file. La file était une foule transpirante de pétitionnaires à l'extérieur de la clôture, attendant des heures pour voir quelqu'un qui ne les verrait jamais. On m'a dit de le lui remettre directement, insista-t-elle. Pas de rendez-vous, pas d'entrée. Elle se pencha, baissant la voix. Dites-lui que Talia est là. Ce nom et le léger parfum de son parfum firent hésiter un garde. Il contacta quelqu'un par radio, fronça les sourcils, puis lui fit signe de passer. À l'intérieur, une réceptionniste, puis 2 assistants bloquèrent son chemin. Chaque fois, elle répéta sa demande. Chaque fois le charme semblait fonctionner jusqu'à ce que, enfin, la porte intérieure s'ouvre. Elle entra. Le chef Adabelli était assis derrière un bureau en acajou, signant des documents. La pièce sentait le cuir, le bois poli et une légère odeur de parfum. Il ne leva pas immédiatement les yeux, et pendant un instant, la confiance de Talia vacilla. Puis il la regarda. Ce n'était qu'une seconde, un éclat de ses yeux rencontrant les siens, mais cela suffit. L'air entrechangea, son stylo s'arrêta à mi-course. Il se pencha lentement en arrière dans son fauteuil, comme s'il prenait en compte chaque pouce d'aile. « Vous n'êtes pas de mes comités, dit-il, sa voix douce, curieuse. « Non, chef, répondit-elle, tendant le sac. Juste une partisane qui admire ce que vous représentez. » Il prit le sac sans regarder à l'intérieur. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Votre nom ? » Talia. Il le répéta doucement, presque comme s'il le savourait. « Talia, revenez demain. Nous devrions parler. » En quittant le bureau, son cœur battait la chamade. Le charme avait fonctionné, mais la façon dont le chef l'avait regardé lui donna l'impression d'être un lapin fixant un lion. Elle se dit que c'était le pouvoir. Elle ne savait pas encore que c'était de la faim. Talia revint le lendemain, et le jour suivant, et à la fin de la première semaine, le chef Adabelli n'avait plus besoin de raison pour la convoquer. Leurs rencontres passèrent de son bureau à des dîners privés dans des restaurants coûteux, à des week-ends dans l'une de ses nombreuses maisons d'hôtes, du genre avec des sols en marbre, du vin importé et un personnel qui apparaissait dès que vous pensiez à un besoin. C'était sans effort, presque trop facile. Les épouses ne sourcillèrent pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Le chef avait une réputation, celle d'un homme qui croyait que la grandeur d'un homme pouvait être mesurée par le nombre de femmes qu'il gardait. Elle savait que lui résister était aussi utile que de crier dans le vent. De plus, sa richesse était une marée. Elle soulevait tout le monde dans le manoir. S'il voulait une 4e épouse, eh bien, qu'il en soit ainsi. 3 mois plus tard, il officialisa la chose. Pas de mariage religieux élaboré, juste une grande cérémonie traditionnelle dans son village. Il arriva avec un convoi si long qu'il bloqua la moitié de la route principale. Sirènes hurlantes, gardes du corps en noir,
et des camions chargés de yams, de riz et de fûts d'huile de palme. Les anciens l'accueillirent avec des proverbes et des noix de cola. Il répondit avec des enveloppes épaisses. Le soir, les tambours parlants déclarèrent Thalia la nouvelle Madame Adabelli. Le changement dans sa vie fut instantané. De l'appartement exigu de 2 chambres qu'elle partageait autrefois avec sa mère, elle vivait maintenant dans un manoir où les lustres scintillaient comme des chutes d'eau gelée. Sa garde-robe se remplit de robes de Milan et de chaussures de Paris. La première fois qu'elle entra dans le dressing que le chef avait fait construire juste pour elle, elle pleura, non par sentimentalité, mais par satisfaction. Les matins commençaient par un petit déjeuner au bord de la piscine, du jus frais dans des verres en cristal, des omelettes préparées par un chef français, et une vue sur les vastes jardins entretenus par 6 jardiniers en uniforme. Si elle voulait faire du shopping, elle n'entrait pas dans une boutique. La boutique venait à elle, déportant de vêtements de marque roulés dans le salon pendant qu'elle sirotait du champagne. Ses ongles étaient faits à Dubaï, ses cheveux à Johannesburg, ses soins de peau au Maroc. Lorsqu'elle voyageait, c'était dans le jet privé du chef, avec des sièges qui se transformaient en lit et un équipage de cabine qu'il appelait Madame 4. Et puis il y avait les voitures. Une Range Rover noire brillante pour les déplacements officiels, une décapotable rouge pour les sorties décontractées, et une Mercedes Maybach avec chauffeur pour les nuits où elle ne voulait pas lever le petit doigt. Partout où elle allait, les têtes se tournaient, les gens chuchotaient. Elle avait réussi. Elle vivait la vie dont elle avait rêvé devant ce miroir fissuré il y a des années. Puis la réalité frappa. Thalia avait entendu des chuchotements, bien sûr, de petits commentaires presque ludiques du personnel qu'elle rejetait comme des ragots inoffensifs. Des choses comme « le premier dimanche est pour les épouses » ou « Madame, ne voyagez pas le premier dimanche ». Elle pensait que c'était un dîner familial privé, peut-être une tradition mensuelle pour maintenir la paix entre les femmes. Mais lorsque le premier dimanche de son 4e mois en tant que Madame Adabelli arriva, elle réalisa que rien dans son imagination ne l'avait préparée. Ce matin-là, l'air dans le manoir semblait différent. Le domaine était inhabituellement calme. Pas de musique venant de l'aile de Haile Lima, pas de tintement de verre de vin depuis le balcon d'Araora, pas d'écho de la voix autoritaire d'Ankem. À midi, l'un des intendants frappa à sa porte. « Madame 4, dit-il en s'inclinant, le chef demande votre présence dans sa chambre. » Ce n'était pas n'importe quelle pièce. La chambre privée du chef se trouvait à l'extrémité de l'aile, derrière des portes doubles sculptées incrustées d'or. Le couloir qui y menait était gardé par 2 hommes silencieux en cafetan noir, leurs yeux froids, leurs bras croisés. Lorsqu'elle entra, la pièce était faiblement éclairée par des lampes à huile. Des tapis épais étouffaient ses pas. Une odeur lourde, presque métallique, flottait dans l'air. Les autres épouses étaient déjà là. Madame N.M., majestueuse comme toujours, était assise sur un coussin bas, son visage indéchiffrable. Adaora portait un pagne en soie douce et évitait le contact visuel. L'expression de Haile Lima était soigneusement neutre, bien que ses jointures soient serrées autour du bord de son pagne. Aucune ne parlait. Au centre de la pièce se trouvait une table basse. Dessus, un grand bol en argent couvert, de la vapeur s'échappant légèrement dessous le couvercle. À côté, 4 bols plus petits, chacun avec une cuillère en bois sculpté. Puis le chef entra. Il était torse nu, ne portant qu'un pagne autour de la taille, des chaînes en or reposant contre sa peau. Sa présence emplissait la pièce comme de la fumée, lourde, inévitable. Sans un mot, il s'approcha de la table, s'assit en tailleur, et l'intendant souleva le couvercle du bol en argent. L'estomac de Thalia se serra instantanément. L'odeur la frappa en premier. Épaisse, fétide, indéniablement humaine. L'intendant, portant des gants, utilisa une louche pour verser une portion dans chaque petit bol. Un par un, les bols furent placés devant les épouses. C'est alors qu'elle réalisa que ce n'était pas symbolique. Ce n'était pas une blague. Ankem prit sa cuillère en premier. Ses mouvements étaient calmes, pratiqués, comme si la mémoire musculaire avait pris le relais. Adaora suivit, mâchant lentement, ses yeux distants. Haile Lima ferma brièvement les yeux avant de porter la cuillère à ses lèvres. Thalia se figea, son pouls tonnant dans ses oreilles. Le regard du chef se fixa sur elle. « Mange » ordonna-t-il. Les doigts de Thalia se crispèrent autour de la cuillère, mais sa main refusa de se lever. L'odeur était écrasante,
un poids chaud et écœurant dans ses narines. Je ne peux pas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Le chef se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux, ses yeux sombres et fixes rivés sur les siens. Les autres épouses continuaient à manger avec une précision mécanique, leur silence plus lourd que l'air fétide de la pièce. « Il n'y a pas de retour en arrière, Talia, dit-il, sa voix basse et mesurée. Tu penses que c'est quelque chose que tu peux refuser. Tu es entrée dans cette maison des deux pieds. C'est le prix. » Son cœur battait dans ses oreilles. « Tu manges, continua-t-il, ou tu es dépouillée de tout, les voitures, les vêtements, le respect, mais tu ne partiras pas libre. Tu mourras quand même ici, lentement, misérablement. Et quand tu mourras, ton corps nourrira ce même pouvoir que tu as essayé de résister. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. La voix du chef baissa encore, presque un grognement. « Aucune de mes épouses ne quitte le cercle vivante. Tu as choisi ce chemin. Maintenant, termine-le. » Sa main tremblait alors qu'elle prenait la cuillère. Elle sentait le silence des autres épouses peser, comme si elle l'avertissait sans parler. Le premier goût fut une guerre. Sa gorge se contracta, son corps cria, mais les yeux du chef ne quittèrent jamais les siens. Alors que l'ignominie recouvrait sa langue, quelque chose changea dans la pièce. Le chef commença à fredonner à voix basse, un chant qui faisait vaciller les lampes. Ses épaules se redressèrent, ses yeux devinrent plus vifs, et un léger sourire tira sur ses lèvres. Talia avala. Son estomac se retourna violemment, ses yeux larmoyant du goût amer et âcre encore sur sa langue. Elle pouvait à peine se retenir de vomir. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le chef claqua des doigts. Un intendant s'avança avec un plateau en argent. Dessus, 4 verres en cristal, chacun rempli d'un liquide vert foncé épais. « Bois », ordonna le chef. Les épouses prirent les leurs sans hésitation. Talia souleva le verre à contre-cœur et sirota. Des herbes amères, des notes métalliques, une chaleur vive qui glissa dans sa gorge. Presque instantanément, la nausée s'atténua. Les crampes s'apaisèrent. La boisson n'effaçait pas le dégoût, mais elle la stabilisa assez pour tenir debout. Personne ne parla. Elles se levèrent à l'unisson et sortirent en file, leurs pieds nus silencieux contre le tapis épais. Plus tard ce soir-là, Talia se retrouva devant la porte de la chambre de Madame Ankem. Elle hésita, puis frappa. « Entre » appela la voix de la première épouse. À l'intérieur, Ankem était assise à une table basse, brossant ses longs cheveux huilés. Talia s'approcha. « Il faut que je sache, » dit Talia doucement. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi devons-nous » La brosse d'Ankem s'arrêta à mi-course. « Tu voulais cette vie, n'est-ce pas ? » « Oui, mais… » « Il n'y a pas de mais. Le pouvoir du chef ne vient pas seulement de la politique. Chaque premier dimanche, nous lui donnons ce qui le rend intouchable. En retour, nous vivons comme des reines. » La gorge de Talia se serra. « Et si je refuse ?» Le regard d'Ankem rencontra le sien dans le miroir, calme mais tranchant. « Tu mourras quand même ici, seulement plus lentement, plus laidement. »« Ça a toujours été comme ça ?» demanda Talia, la voix brisée. Les lèvres d'Ankem se courbèrent, pas en un sourire, mais en quelque chose de plus froid. « Avant toi, il y en avait d'autres. Elles n'ont pas pu le supporter. Le sol derrière ce manoir est rempli d'elles. Leur beauté, leurs vêtements, leurs titres, tout a pourri avec elles. » Les mains de Talia devinrent froides. Elle hésita un moment, observant les mouvements gracieux d'Ankem brossant ses cheveux. Puis les mots jaillirent. « Pourquoi ? Pourquoi aucune de vous ne dit rien aux médias, à la police, à qui que ce soit ?» La brosse d'Ankem s'arrêta à nouveau. Dans le miroir, ses yeux rencontrèrent ceux de Talia, fixes, indéchiffrables. « Tu penses que c'est quelque chose dont tu peux parler aux journaux ?» demanda-t-elle lentement, sa voix calme mais bordée d'un avertissement que Talia ne pouvait ignorer. « Sais-tu combien de journalistes le chef possède ? Combien de rédacteurs mangent dans sa main ? Dès que tu ouvres la bouche, tu n'es pas seulement réduite au silence. Ton nom, ta famille, ta mémoire seront effacés. » Talia fronça les sourcils, se penchant en avant. « Mais si nous parlions tout ensemble ?» Ankem émit un rire bas, sans humour. « Vois-tu de l'unité ici, Talia ? Nous ne sommes pas des sœurs. Nous sommes des survivantes.
Nous nous asseyons à la même table, mais chacune de nous est enchaînée différemment. Personne ne risquera sa vie pour libérer une autre. Pas ici. La gorge de Thalia devint sèche. Alors, vous vivez avec ça. Le regard d'Ankem resta fixé sur le sien dans le miroir. Vivre avec? Non, nous l'endurons, car l'alternative est pire. J'ai vu ce qui arrive à celles qui essaient de se battre. Elles ne meurent pas simplement. Elles disparaissent en morceaux. Un frisson glacé parcourut l'échine de Thalia. En morceaux. Ankem se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Sa voix baissa jusqu'à un murmure si doux qu'il força Thalia à se pencher. Demande au sol derrière les laits. Il se souvient de chaque cri. Thalia s'attarda dans le silence, puis demanda « Pourquoi nous donne-t-il cette boisson après ?» La brosse d'Ankem ralentit à nouveau. « Pour te garder en vie assez longtemps pour continuer à le nourrir, dit-elle platement. Ça atténue la maladie, tue une partie de ce qui te pourrirait de l'intérieur. Mais ce n'est pas de la gentillesse, Thalia. C'est de l'entretien, comme huiler une machine pour qu'elle continue de fonctionner. » L'estomac de Thalia se serra. « Donc, sans ça, tu serais en train de te tordre de douleur sur le sol avant le coucher du soleil. » Ankem l'interrompit, ses yeux rencontrant ceux de Thalia dans le miroir. Et ensuite, il t'enterrait derrière l'aile et choisirait une autre épouse. Les mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que le silence qui suivit. Thalia resta figée, son esprit luttant pour saisir l'image qu'Ankem avait peinte. La soie sur son corps devint soudain lourde, les bracelets en or à ses poignets comme des menottes. Le manoir ne ressemblait plus à un palais dans son esprit. Il ressemblait à une cage tapissée de velours, et elle y était entrée de son plein gré. Cette nuit-là, vers minuit, Thalia était allongée dans sa chambre, sa chemise de nuit en soie collant à sa peau. Le goût amer de l'après-midi recouvrait encore sa langue, et aucun rinçage ne pouvait l'effacer. Elle essaya de dormir, mais son corps semblait lourd, agité, ses pensées tournant autour du silence étrange du manoir. Un léger coup frappa. Avant qu'elle ne puisse répondre, une des servantes entra, son pagne noué étroitement, son visage neutre. « Madame IV, dit-elle, sa voix basse. C'est l'heure. » Thalia fronça les sourcils. « L'heure de quoi ?» La femme ne répondit pas. Elle fit simplement signe à Thalia de la suivre. Elles marchèrent le long du couloir sombre vers l'aile, l'air épais de l'odeur d'encens brûlant. Lorsqu'elle arriva à la chambre privée, les 3 autres épouses étaient déjà là, chacune vêtue d'un pagne blanc, assises sur le bord de coussins bas. Leurs visages étaient inexpressifs, mais leurs yeux se tournèrent brièvement vers elle, un regard qui n'apportait aucun réconfort, seulement de la résignation. Au centre de la pièce, un grand lit bas était recouvert de drap blanc. À son pied se trouvait un calabash couvert, une pile de mouchoirs blancs soigneusement pliés à côté. Le chef fit signe vers une chaise dans le coin. « Assieds-toi. » Elle s'assit, son cœur battant dans ses oreilles. On lui tendit un morceau de pagne blanc à nouer et à porter comme les autres. Puis le chef commença, avec Ankem le guidant vers le lit, les autres observant en silence. Il n'y avait ni tendresse ni affection dans ses mouvements, seulement une précision, comme quelqu'un exécutant une tâche bien répétée. L'acte fut rapide, mécanique. Quand il eut fini, il prit un autre mouchoir blanc, l'essuya soigneusement, et sans un mot, laissa tomber le tissu souillé dans le calabash. Le son qu'il produisit était doux, presque cérémonial. Ensuite, ce fut au tour d'Adara, puis de El Lima. Chaque tour était le même. Bandeau, acte, nettoyage, dépôt. Les épouses se déplaçaient comme si leur corps ne leur appartenait plus, comme si elles avaient appris depuis longtemps que la résistance était inutile. Enfin, ce fut au tour de Thalia. Elle se leva sur des jambes instables, la chaleur de la pièce pesant sur sa peau. Le chef prit un mouchoir blanc et le noua fermement sur ses yeux, la plongeant dans l'obscurité. Elle pouvait entendre sa propre respiration, rapide et peu profonde, le léger grincement du lit alors qu'il la guidait dessus. Elle n'était pas d'humeur. En vérité, elle voulait disparaître, se fondre dans les draps et s'évanouir. Mais ici, le désir n'avait pas sa place. Quand ce fut fini, il la nettoya de la même manière, le tissu humide frais contre sa peau, puis le laissa tomber dans le calabash. Elle tendit la main vers le bandeau, mais sa main attrapa la sienne. « Laisse-le, dit-il. » Sa voix était plus proche maintenant,
juste à son oreille. Écoute-moi, Talia. Ce qui se passe dans cette pièce, ce que tu as vu, ce que tu as fait, si un seul mot sort de ta bouche, même à ta mère? Il marqua une pause, son souffle chaud contre sa joue. Tu es une femme morte. Elle se figea, le mouchoir toujours noué. Je suis sérieux, continua-t-il, son ton lent, délibéré. Et ce ne sera pas une mort rapide. Tu souffriras d'abord, et quand tu seras parti, personne ne se souviendra que tu as existé. Il dénoua enfin le bandeau. Ses yeux ne portaient aucune trace du charme qu'il avait autrefois attiré, seulement la certitude froide de quelqu'un qui possédait entièrement son destin. Sans un autre mot, il quitta la chambre avec le calabash. Les autres épouses se levèrent silencieusement et sortirent en file, leurs pas doux contre les tapis. Talia resta figée sur le lit, les draps encore chauds sous elle, son pouls bruyant dans ses oreilles. Elle pensa alors aux robes, aux voitures, et pour la première fois, elle les vit pour ce qu'ils étaient vraiment, le paiement d'une dette qu'elle ne pourrait jamais cesser de payer. Une année entière passa, et Talia vécut dans l'ombre des rituels comme les autres, ravalant son dégoût, enfouissant sa peur, et ne disant rien à personne au-delà des portes du manoir. Les premiers mois, elle se disait qu'elle s'y habituerait, que c'était le prix de la vie qu'elle avait choisi. Mais le prix ne cessait d'augmenter. Elle ne tomba jamais enceinte. Les autres épouses non plus. Le chef ne semblait pas s'en préoccuper, mais les femmes le remarquèrent. Elles remarquèrent aussi quelque chose de pire. La boisson aux herbes qui stabilisait autrefois leur corps après le premier dimanche commença à perdre son effet. Cela commença subtilement. Un jour ou deux de nausées au lieu d'heures, des maux de tête persistants, une peau qui ternissait malgré tous les traitements. Puis vinrent les douleurs plus aiguës, la fatigue constante, les éruptions cutanées étranges qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Au 12e mois, toutes les 4 étaient malades et inquiètes. Un après-midi humide, Talia n'en pouvait plus. Elle quitta le manoir sous prétexte de visiter une boutique et se rendit directement au magasin de sa mère. Dès qu'elle entra, les yeux de Mamat s'écarquillèrent. « Talia, tu es pâle. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Talia ouvrit la bouche, et rien ne sortit. Ses lèvres bougèrent, sa gorge se tendit, mais aucun son ne se forma. La panique monta dans sa poitrine. Sa mère contourna le comptoir, saisissant ses épaules. « Qui t'a lié la langue? Dans quoi t'es-tu fourré ?» Talia secoua la tête, les larmes montant, mais toujours aucun mot ne vint. L'air autour d'elle semblait lourd, comme si une main invisible appuyait sur sa voix. Mamat murmura une incantation rapide, tendant la main vers une gourde d'eau sur l'étagère, mais avant qu'elle ne puisse l'asperger sur sa fille, Talia s'éloigna. Son corps bougea avant que son esprit ne puisse suivre. Elle courut hors de la boutique, monta dans sa voiture et rentra au manoir. Dès qu'elle entra, sa voix revint d'un coup. Elle s'effondra sur son lit, tremblante, le goût de la peur dans la bouche. La maladie n'était plus quelque chose qu'elle pouvait cacher derrière la poudre et la soie. Elle s'accrochait à elle maintenant, dans la lenteur de leurs pas, dans l'éclat terni de leurs yeux, dans la façon dont la boisson aux herbes ne fonctionnait plus. Ce qui soulageait autrefois les fièvres et les crampes n'était plus qu'un arrière-goût amer. Puis, un soir, elles se retrouvèrent dans la chambre d'Ankem, une par une. Pas d'invitation, pas de plan, juste l'attraction silencieuse d'une souffrance partagée. Les lampes étaient basses, les rideaux tirés, et Ankem était assise, enveloppée dans un châle épais, le dos droit, mais le visage pâle. « Nous manquons de temps, » dit-elle enfin, sa voix égale, mais teintée de quelque chose de plus lourd. Adora soupira, frottant ses tempes. Les maux de tête ne s'arrêtent plus. Je ne peux pas dormir. Eil Lima baissa les yeux sur ses mains. Parfois, les crampes sont si fortes que je ne peux pas me tenir debout après le rituel. Talia resta immobile, ses doigts noués sur ses genoux. Elle n'avait pas besoin d'énumérer ses symptômes. Elle pouvait toutes les voir les unes chez les autres. Il n'était pas question de s'échapper. Elle savait toutes qu'il n'y avait nulle part où courir sans être ramenée. Le regard d'Ankem passa d'une à l'autre. « Si nous ne pouvons pas partir, » dit-elle lentement, « alors peut-être pouvons-nous parler assez fort pour qu'ils ne puissent pas nous faire taire avant que le monde n'entende. » Les mots restèrent suspendus, défiant quiconque de les retirer. Une semaine plus tard, une invitation arriva. Un segment télévisé en direct sur leur travail caritatif. Le producteur insista pour que les 4 soient présentes. Elles n'appelèrent pas cela le destin,
Mais quand leurs yeux se croisèrent, chacune savait exactement ce que l'autre pensait. L'émission était présentée comme un coup de projecteur sur la charité avec les épouses du chef Adabeli. Le chef l'avait approuvé lui-même, certain que cela montrerait les femmes comme des figures publiques gracieuses. Il n'avait jamais imaginé qu'elle l'utiliserait pour autre chose. L'animatrice commença par des questions légères sur leurs projets philanthropiques. Ankem répondit avec aisance à propos d'une clinique rurale. Adora parla de bourse. Haile Lima mentionna une distribution de nourriture. Puis l'animatrice se tourna à nouveau vers Ankem. « Vous êtes dans la maison du chef depuis le plus longtemps », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Quel est votre secret pour maintenir une telle harmonie entre les épouses ?» Les yeux d'Ankem se tournèrent brièvement vers la caméra, puis vers ses coépouses. Elles donnèrent tout un léger hochement de tête. C'était le moment. « Il n'y a pas d'harmonie, » dit Ankem, sa voix basse mais ferme. « Ce que nous avons, c'est de la survie, et je ne quitterai pas cette terre sans dire la vérité. » L'animatrice se figea, son sourire vacillant. « Je suis désolée. » Ankem se pencha en avant, son regard fixé sur l'objectif. « Chaque premier dimanche du mois, nous sommes emmenés dans la chambre privée du chef Adabeli. Là, on nous sert ses excréments, des déchets humains, à manger. Cela fait partie d'un rituel pour maintenir son pouvoir politique et spirituel. Après cela, nous sommes bandés les yeux une par une et forcés à participer à un rituel sexuel où il nous lie davantage. Le tissu utilisé pour nous nettoyer ensuite est conservé dans un calabash pour ces rituels. » Un hoquet s'échappa de quelque part derrière les caméras. L'animatrice tenta d'intervenir, mais la voix de Talia coupa, stable et tranchante. « Nous le faisons toutes. Nous y avons toutes été forcées depuis le jour où nous l'avons épousé, et nous en mourrons. » Adora parla ensuite, son ton sec. « Les herbes qu'il nous donne après sont pour nous garder en vie assez longtemps pour continuer à le nourrir, mais elles échouent. Nous sommes malades. Nous sommes prisonnières. » Les yeux de Haile Lima brillaient de larmes. « Et si vous essayez de parler à l'extérieur de ces portes, votre voix vous est enlevée, liée spirituellement. Aujourd'hui est la première fois en année que l'une d'entre nous peut dire cela sans s'étouffer dans le silence. » La voix d'Ankem s'éleva. « S'il nous arrive quelque chose après aujourd'hui, que ce pays sache que c'était le chef Adabeli. Ce n'est pas seulement un leader. C'est un ritualiste qui se nourrit de la dégradation des femmes. » L'animatrice resta figée, mais les caméras continuèrent de tourner. Des millions de téléspectateurs entendaient chaque mot, et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Pendant ce temps, le chef Adabeli était dans son bureau privé lorsque son téléphone commença à vibrer. D'abord une fois, puis encore, puis en une chaîne incessante d'appels et de messages. Au début, il l'ignora. Il signait un contrat foncier, et rien n'interrompait les affaires. Mais ensuite, son assistant fit irruption sans frapper, le visage cendreux. « Chef, vous devez voir ça maintenant. » Il tendit sa tablette, déjà en train de diffuser l'émission en direct. Les yeux du chef se plissèrent lorsqu'il vit le décor familier du studio, les fleurs, l'éclairage chaleureux, puis le visage d'Ankem, sa voix coupant à travers les haut-parleurs. « Chaque premier dimanche du mois, nous sommes emmenés dans la chambre privée du chef Adabeli. Là, on nous sert ses excréments. » Le verre de brandy dans sa main heurta le sol, se brisant. « Arrêtez ça !» aboya-t-il. « Appelez la chaîne. Coupez tout. » Son assistant était déjà en train de composer, mais l'homme à l'autre bout de la ligne bégaya. « Monsieur, c'est en direct. C'est déjà sorti. Payez-les. Menacez-les. Je m'en fiche. Arrêtez ça. » La voix du chef s'éleva, avec une pointe tranchante et dangereuse. Mais ensuite, la voix de Talia résonna dans l'émission. « Nous le faisons toutes. Nous y avons toutes été forcées. » Suivi des mots d'Adara et de Haile Lima. Le chef resta figé, sa mâchoire serrée, les muscles de son visage tressautants. Il sut à cet instant que le mal était fait. Lorsque son équipe de sécurité arriva à la chaîne, la vidéo avait déjà été découpée, téléchargée et partagée sur toutes les grandes plateformes de médias sociaux du pays. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec des publications taguées, des mentions et des messages directs. Des milliers d'entre eux, des hashtags avec son nom, des captures d'écran des visages de ses épouses, des légendes comme « Arrêtez le chef Adabeli maintenant » et « Pas notre leader ».
Pour la première fois en années, il sentit le sol trembler sous lui. Le pouvoir glissait, non par les mains de politiciens ou de rivaux, mais par celles des femmes qu'il pensait posséder. De retour au studio, l'animatrice restait figée, son oreillette crépitant des cris frénétiques des producteurs pour couper le flux. Les mains du caméraman tremblaient, mais l'objectif restait fixé sur le visage d'Ankem. Puis, au milieu de sa dernière phrase, les yeux d'Ankem papillonnèrent. Elle agrippa l'accoudoir, sa respiration s'arrêtant. Une toux profonde et violente jaillit de sa poitrine, suivie d'une autre, plus dure. Le studio octa à l'unisson. Adara tendit la main vers elle. Ankem. Du sang tacha le bord des lèvres d'Ankem. Son corps trembla, et pendant un instant, elle sembla lutter, mais ensuite sa tête retomba en arrière, ses yeux grands ouverts fixant les lumières du plafond. Le micro sur ses genoux capta le souffle bas et râpeux qui ne se termina jamais. Un silence horrifié s'empara du studio. La voix de l'animatrice se brisa. Nous avons besoin de secouristes. Mais Talia était déjà debout, son instinct hurlant. Ce n'était pas juste une maladie. C'était une punition. Elles avaient parlé, et le contre-coup était arrivé instantanément. Adara resta figée sous le choc. Les mains de Haile Lima couvrirent sa bouche comme pour retenir un cri. Puis la réalité frappa. Si cela pouvait arriver à Ankem ici, devant les caméras, cela pouvait leur arriver ensuite. Sans un mot, Talia saisit la main d'Adara et la tira vers la sortie latérale. Haile Lima trébucha derrière elle, ses talons glissant sur le sol lisse du studio. Derrière elle, les membres de l'équipe criaient. L'animatrice appelait à l'aide, et le corps immobile d'Ankem restait sous l'éclat impitoyable des lumières du studio. Dehors, l'air chaud de la ville les frappa comme une gifle. Talia ne regarda pas en arrière. Elle n'osa pas. Il faut partir maintenant, siffla-t-elle, courant à moitié, traînant à moitié Adara vers la rue. Elles disparurent dans le chaos de la circulation, chacune sachant une chose. Elles avaient franchi une ligne qu'elles ne pourraient jamais défaire. À partir de ce moment, la survie n'était plus une question de confort ou de statut. Il s'agissait de rester en vie assez longtemps pour voir si la vérité qu'elles avaient libérée pouvait détruire l'homme qui possédait leur vie. Les 3 épouses survivantes ne parlèrent pas alors qu'elles laissaient la ville derrière elles. Adara était assise, recroquevillée à l'arrière du petit taxi qu'elles avaient ailé, ses yeux scrutant chaque moto qui passait en rugissant. Haile Lima continuait de serrer sa poitrine comme pour retenir son cœur en place. Talia regardait droit devant, la mâchoire serrée, l'image des yeux sans vie d'Ankem encore gravée dans son esprit. Elle n'avait pas de foyer sûr où courir. Chaque parent serait surveillé, chaque ami interrogé. La portée du chef s'étendait trop loin, trop vite. Aller chez leur famille ne ferait que les faire tuer. Haile Lima fut la première à briser le silence. Sa voix était basse, presque perdue dans le bruit des pneus sur le gravier. Il y a une église loin d'ici. Ma tante y est allée une fois. Le pasteur, il prie pour les gens qui ne peuvent pas s'expliquer. Le chauffeur ne posa pas de questions. Il fut payé en liquide et semblait trop fatigué pour se soucier de l'identité de ses passagères. La route devint plus étroite, l'air plus frais, jusqu'à ce qu'enfin une lueur faible apparaisse devant. Pas des lampadaires, mais des lanternes suspendues à l'extérieur d'un bâtiment bas sur une colline. L'enseigne était peinte à la main, les lettres inégales. Ministère du bouclier divin. Le pasteur, un homme mince dans une soutane blanche délavée, les accueillit à la porte. Ses yeux scrutèrent leur visage, lisant des choses qu'elle ne pouvait pas dire. Quand Talia ouvrit la bouche pour expliquer, les mots s'en mêlèrent et moururent. L'homme hocha simplement la tête. « Ici, vous êtes sous l'ombre de Dieu, » dit-il, s'écartant. On leur donna une petite pièce latérale avec des matelas fins sur le sol. L'odeur de la cire de bougie collait au mur. La nuit, le vent faisait vibrer le toit en tôle, et quelque part au loin, des chiens aboyaient aux ombres. Les jours se fondirent les uns dans les autres. Parfois, la fièvre venait, brûlant leur peau et volant leur souffle. D'autres jours, les douleurs s'atténuaient, et elles osaient marcher pieds nus dans la cour de l'église pour sentir le soleil sur leur visage. Elles priaient, non pour le confort, mais pour la miséricorde. Qu'elles se rétablissent ou meurent là, aucune d'elles ne le savait. De retour en ville, le monde du chef Adabelli s'effondrait. Ces hommes revenaient les mains vides, leurs excuses minces.
Les médias sociaux criaient son nom avec toutes sortes d'accusations. Mais ce n'était pas l'indignation publique qui le secouait. C'était le silence de la confrérie. Pas d'appel, pas de message, pas de protection. À la tombée de la nuit, il arpentait son bureau comme un animal en cage. Le verre de brandy oublié sur le bureau. Il imaginait leurs visages, ceux qu'il avait créés, observant depuis l'obscurité, attendant de le punir pour avoir laissé le rituel être exposé. Ses mains tremblaient. Avant l'aube, la peur devint insupportable. Seul dans la maison qui avait été son royaume, le chef Adabeli mit fin à ses jours. À l'église à la périphérie de la ville, les femmes ne le savaient pas encore. Elles savaient seulement que le deuil était venu et qu'elles respiraient encore, fragiles, blessées, mais vivantes sous le bouclier de Dieu. Et nous prions pour qu'elles en sortent plus fortes et en meilleure santé. L'histoire de Thalia nous rappelle que l'avidité peut ouvrir des portes qui se verrouillent derrière vous pour toujours. Elle a poursuivi la richesse et le pouvoir, mais a trouvé des chaînes cachées dans la soie et le marbre. Tout ce qui est beau n'est pas pur. Certaines beautés cachent la pourriture. Et le silence nourrit le mal. Mes amis, soyez vigilants. Et lorsque l'obscurité vous piège, parlez. La vérité peut vous secouer, mais c'est la seule clé de la liberté. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.